L'air dans la salle d'audience familiale 3B était épais avec l'odeur de coûteuse eau de Cologne et d'animosité couvante. À la table du plaignant était assis Jameson Pratt, un homme dont la valeur nette était discutée dans les journaux financiers, un sourire narquois confiant jouant sur ses lèvres. À côté de lui, sa maîtresse Giselle avait tout l'air de la victorieuse, sa main reposant possessivement sur son bras. Ils étaient l'image du triomphe. De l'autre côté de l'allée, Katrina Pratt était assise seule, un fantôme dans sa propre histoire de vie, son visage pâle, son esprit apparemment écrasé sous le poids de l'humiliation publique et des manœuvres légales. Jameson la regarda, une lueur de pitié mêlée de dédain dans ses yeux. Il pensait que c'était l'acte final, la simple signature de papier qui écarterait son passé. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, était que la femme silencieuse et sans prétention sur le banc, la juge Anna Sherma, tenait un dossier en papier craft. Et à l'intérieur de ce dossier se trouvait un secret, assez puissant pour transformer sa victoire en une détonation brisant sa vie. La vie avec Jameson Pratt avait toujours été une performance. Katrina Davenport, une bibliothécaire tranquille, avec un amour pour les premières éditions et les après-midi pluvieux, avait été entraînée dans son orbite il y a une décennie. Il était une force de la nature, un magnat de la technologie qui avait construit un empire à partir d'une start-up de garage. Il la vit à une vente aux enchères caritatives en train d'enchérir sur une rare collection de poésie et fut captivé par ce qu'il appelait sa tranquille authenticité. Leur mariage fut pendant des années l'étalon d'or parmi leur cercle social aisé à Austin, Texas. Katrina apprit à naviguer les galas étincelants, les dîners stratégiques et les paparazzis incessants. Elle devint la parfaite épouse d'entreprise, élégante, de soutien et discrète. Leur vaste manoir, une merveille moderne de verre et d'acier, surplombant le lac Travis, était sa cage dorée. Elle curata l'art, géra le personnel de maison et présida les œuvres caritatives qui lustraient l'image corporative de Pratt. Elle aimait Jameson, ou du moins elle aimait l'homme qu'il avait été au début, celui qui la trouverait dans la bibliothèque, l'envelopperait de ses bras et lui chuchoterait qu'elle était la seule chose réelle dans son monde. Mais au cours des 2 dernières années, cet homme avait lentement disparu, remplacé par un étranger qui portait son visage. Le changement fut subtil au début. Les voyages d'affaires à Singapour et Zurich devinrent plus fréquents et durèrent plus longtemps. Les appels téléphoniques étaient une prise à voix basse sur la terrasse. Il commença à verrouiller son téléphone, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Raclement de gorge. Quand elle avait doucement demandé, il en avait ri. Espionnage industriel, chat. La paranoïa, c'est le prix du succès. Puis vint l'odeur, un parfum doucereux et lourd, rien comme sa propre fragrance légère et citronnée qui s'accrochait à ses costumes quand il revenait de ses voyages. Il en rejetterait la faute sur des collègues européens enthousiastes. Ils te saluent avec un baiser sur les 2 joues chéries. C'est leur culture. Katrina essaya de le croire. L'alternative était un gouffre qu'elle n'était pas prête à affronter. Leur vie était un édifice méticuleusement construit, et admettre une fissure serait risquer de faire tout s'effondrer. Elle était l'encre, le centre calme de son monde chaotique. C'était son rôle, c'était leur marché. Le premier élément de preuve concret arriva non pas avec un fracas, mais avec le calme éteint d'une imprimante. Jameson lui avait demandé d'imprimer une présentation de sa mallette pour une réunion tôt le matin. Alors que les pages glissaient dehors, une feuille finale imprimée par erreur vint avec elle. C'était une confirmation d'hôtel, les 4 saisons à Paris. Les dates coïncidaient avec sa supposée conférence technologique à Berlin. La réservation était pour une suite King à double occupation. Son cœur martelait contre ses côtes. Ce pouvait être une erreur d'assistance. Elle regarda le nom sur la réservation. J. Pratt. Les frais de service en chambre étaient détaillés en bas. 2 commandes de champagne et de fraises, une charge de la boutique de lingerie de l'hôtel. Petit déjeuner pour 2 tous les matins pendant 4 jours.
Elle se tenait là dans le bureau silencieux et caverneux à 2 heures du matin, le papier tremblant dans sa main. La réalité froide et dure de cela était indéniable. Il ne trompait pas juste. Il vivait une seconde vie parallèle. L'homme qui dormait dans son lit, qui l'embrassait bonne nuit, était un menteur. Elle ne le confronta pas. Raclement de gorge. Que dirait-elle? Il le nierait, le tordrait et la ferait se sentir comme la folle. Il était un maître de la manipulation, une compétence qu'il avait bien servi dans la salle de conférence, et elle réalisa maintenant dans leur maison. Au lieu de cela, une froide résolution commença à s'installer dans son âme. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de preuves indéniables, quelque chose que sa langue d'argent ne pourrait pas expliquer. Son amie Marua Sanchez, une fougueuse avocate de la défense pénale qu'elle connaissait depuis l'université, était sa seule confidente. Elles se rencontrèrent pour un café dans un petit café isolé, loin des regards indiscrets de leur cercle social. « Kat, tu dois partir. » Maria dit sa voix, ferme mais mêlée d'inquiétude après que Katrina eut exposé ses suspicions. « Cet homme va te vider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. » « Je ne peux pas juste partir, Maria. Nous avons construit une vie. Il y a des actions de la société à mon nom. Fondation caritative. Il a construit un empire. » Maria corrigea doucement. « Tu as décoré le palais pendant qu'il divertissait sa cour. Il y a une différence. Il a un accord prénuptial, n'est-ce pas? » Katrina hocha la tête, un sentiment de terreur l'envahissant. Elle se souvenait vaguement l'avoir signé une semaine avant leur mariage somptueux. Elle avait 24 ans, follement amoureuse, et les avocats de Jameson l'avaient présentée comme une simple formalité, une façon de protéger ses actifs d'entreprise existants. Son propre avocat, un jeune homme recommandé par la firme de Jameson, y avait jeté un coup d'œil rapide et lui avait dit que c'était standard. « Procure-moi une copie de ce contrat de mariage, » dit Maria, ses yeux s'endurcissant. « Et nous devons découvrir qui elle est, un nom, un visage, quelque chose de concret. Parce qu'en ce moment, tes suspicions ne sont que de la fumée. Dans un tribunal de divorce contre un homme comme Jameson Pratt, tu as besoin d'un canon. » Katrina commença à regarder pour écouter. Elle devint une détective dans sa propre maison. C'était un surge, exercice destructeur d'âme. Elle remarqua une nouvelle corporation sous l'égide de Pratt, Dubois Holdings International. Le nom semblait étranger, personnel. Elle fit une recherche rapide. La PDG était une femme nommée Gisèle Dubois. Les photos qui apparurent étaient d'une superbe femme aux cheveux corbeaux, au moins 10 ans plus jeune que Katrina, avec des pommettes saillantes et un sourire encore plus acéré. Elle était souvent photographiée lors d'événements de l'industrie, se tenant juste un peu trop près de Jameson. La dernière pièce dévastatrice du puzzle se mit en place un soir quand Jameson était sous la douche. Son téléphone laissé sur la table de chevet vibra. Un message illumina l'écran. Un aperçu visible même sur l'affichage verrouillé de Gisèle J. « Je viens de voir les photos du vernissage. Elle avait l'air si fatiguée. La pauvre. J'ai hâte que tu sois libre. J'ai une surprise pour toi ce soir. Porte la cravate bleue que je t'ai achetée. » Katrina sentit l'air quitter ses poumons. Elle avait l'air si fatiguée. La pauvre. La cruauté désinvolte, la pitié condescendante, c'était plus douloureux qu'un cri. Elle n'était pas juste remplacée. Elle était piée par son remplacement. À ce moment, l'amour auquel elle s'était accrochée, l'espoir qu'elle avait nourri, que tout cela était un terrible malentendu, mourut. Il se flétrit et se transforma en cendre, et à sa place, une résolution froide et dure se forma. Elle ne serait pas la pauvre chose. Elle ne serait pas une note de bas de page dans l'histoire de Jameson Pratt. Elle se battrait. Elle prit une photo du message avec son propre téléphone. Puis elle alla à son placard, trouva le coffre-fort caché derrière un faux panneau et récupéra la copie de son accord prénuptial. Le lendemain matin, elle appela Maria. « J'ai le contrat de mariage, dit-elle, sa voix dépourvue de sa chaleur habituelle.
Et j'ai un nom, Gisèle Dubois. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. D'accord, Cat-Marie a dit doucement. D'accord, la guerre a commencé. La confrontation fut plus froide et plus brutale que Katrina n'aurait jamais pu imaginer. Elle choisit de le faire non pas dans un accès de rage, mais avec une précision calculée. Elle attendait d'un dimanche matin un moment qui avait autrefois été le leur, rempli de journaux, de cafés et de conversations paresseuses. Elle s'assit en face de lui à la table d'acajou poli dans leur coin petit déjeuner ensoleillé. Elle plaça son téléphone sur la table entre eux, la photo du message texte de Gisèle brillant sur l'écran. Jameson y jeta un coup d'œil, et pendant une seconde fugace, une lueur de panique traversa son visage. Elle disparut presque instantanément, remplacée par un masque d'agacement las. Il ne le nia pas. Il ne s'excusa pas. Il soupira simplement comme si elle était un problème commercial ennuyeux qui devait être géré. « Katrina, ne soyons pas dramatiques, » dit-il, prenant une longue gorgée de son espresso. « Les choses changent, les gens évoluent. Nous avons eu une bonne période, mais nous ne sommes plus sur le même chemin. » La pure audace de son renvoi lui coupa le souffle. « Une bonne période, Jameson. Nous sommes mariés. C'est ma vie. Tu m'as fait des vœux. Les vœux sont pour les romantiques. Nous sommes adultes. Cet arrangement t'a énormément bénéficié, dit-il, sa voix prenant un ton corporatif tranchant. Tu as vécu une vie de privilèges extraordinaire. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné 10 ans de ma vie. Sa voix se brisa à l'émotion brute, rompant finalement sa contenance. Je t'ai soutenu. Je suis resté à tes côtés. J'ai géré tout ce monde que tu as construit pour que tu puisses être libre de le conquérir. Et tu me récompenses en couchant avec une autre femme et en la faisant me plaindre. » Il la regarda finalement, ses yeux aussi froids et gris qu'une tempête d'hiver. « Ne sois pas naïve. C'est comme ça que le monde fonctionne. Gisèle me comprend. Elle fait partie de mon monde d'une manière que tu n'aurais jamais pu être. Elle est ambitieuse. Elle est comme moi. » Ce fut la coupure la plus profonde. Il ne la quittait pas juste pour une autre femme. Il la quittait pour une meilleure version de lui-même. Il rendait Katrina et tout ce qu'elle représentait obsolète. « Je veux un divorce », dit-elle, les mots ayant un goût de poison. Il hocha la tête, un sourire mince et cruel touchant ses lèvres. « J'accepte. En fait, mon avocate, Brenda Oley, a déjà rédigé les papiers initiaux. Ce sera propre, rapide et basé entièrement sur les termes de notre accord prénuptial. » Le nom Brenda Oley envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Oley était un requin, une avocate de divorce très en vue connue pour éviscérer ses adversaires à la barre. Jameson n'avait pas juste trompé. Il avait planifié sa stratégie de sortie depuis des mois. « Tu seras bien pris en charge, bien sûr », continua-t-il magnanime dans sa victoire. L'accord stipule un paiement unique de 1 million de dollars plus le condo en ville. Un généreux plan de départ, on pourrait dire. 1 million de dollars. Cela sonnait comme une fortune pour la bibliothécaire qu'elle avait été, mais c'était moins que le coût de l'or sur leur mur. C'était une misère, une miette de la vaste fortune qu'elle l'avait aidé à construire et maintenir une fortune évaluée à plus d'1 demi-milliard de dollars. « C'est ma maison, Jameson. C'est un actif corporatif, Katrina, et il est temps pour toi de le quitter. » La cruauté était à couper le souffle. Il se leva, ajusta son pull en cachemire et sortit de la pièce sans un regard en arrière, la laissant seule avec l'épave de leur vie. Les quelques semaines suivantes furent un flou d'humiliation. Jameson déménagea, mais Gisèle emménagea non pas dans la maison principale, mais dans la sphère publique. Ils furent photographiés ensemble lors de galas de charité que Katrina était censée avoir co-présidé lors de voyages en yacht avec des amis qui avaient autrefois été les siens. Leurs mains entrelacées, leurs sourires radieux. Les pages mondaines et les blogs de potins peignaient un récit sordide. Le titan technologique dynamique libéré de son mariage terne et ennuyeux avait trouvé une nouvelle partenaire vibrante.
Katrina fut effacée, peinte comme une relique de son passé. Son avocat, Samuel Rodriguez, un avocat expérimenté et astucieux que Maria avait recommandé, n'édulcora pas la situation lorsqu'elles se rencontrèrent dans son bureau modeste, tapissé de livres. Il était l'antithèse de la liste Brenda Holloway. Il était patient, méthodique, et ses yeux contenaient une compréhension profonde et lasse de la cruauté humaine. Il étala l'accord prénuptial sur son bureau. « C'est un sale coup, Katrina, dit-il, ses doigts traçant les clauses denses. Il fut rédigé par les meilleurs avocats d'affaires que l'argent peut acheter. Il renonce à tes droits sur presque tous les biens matrimoniaux, y compris toute appréciation de la valeur de sa compagnie pendant ton mariage. Il a même une clause d'infidélité, mais elle est écrite en sa faveur. Il stipule que si tu es prouvé infidèle, tu n'obtiens rien. Il n'y a pas de clause réciproque pour lui. Un raclement de gorge. Donc, il peut tromper. Et c'est moi qui suis pénalisé si je le fais. Katrina demanda, sentant une vague de nausée. Précisément, c'est conçu pour lui donner tout le pouvoir. Notre seul véritable angle est de prouver que tu l'as signé sous la contrainte ou sans représentation légale adéquate. Mon avocat fut recommandé par sa firme, Katrina se rappela. Et je suis sûr qu'ils ont les papiers pour prouver qu'il était indépendant. Rodriguez répliqua d'un air sombre. Ils ne sont pas négligents. Ils auront couvert toutes les pistes. Brenda Holloway arguera que tu étais une femme éduquée qui a signé un document légal contraignant. Elle te peindra comme une croqueuse de diamants qui essaie maintenant de renier un accord que tu as joyeusement accepté quand les temps étaient bons. Le sentiment de désespoir était suffocant. Alors, que faisons-nous? Rodriguez se pencha en avant, son expression sérieuse. Nous menons une guerre d'usure. Nous déposons des requêtes. Nous demandons la divulgation. Nous fouillons dans chaque relevé financier, chaque entité corporative, chaque compte offshore. Un homme avec autant d'argent a toujours des secrets. Il compte sur toi pour que tu sois épuisé, pour que tu manques d'argent, pour que tu acceptes son offre insultante et que tu t'en ailles. Nous devons lui prouver tort. Nous devons trouver un levier, quelque chose qu'il ne veut pas que le monde voie. La première série d'escarmouches légales fut brutale. Brenda Holloway déposa une requête pour faire expulser Katrina de la maison, affirmant que sa présence causait une détresse émotionnelle à M. Pratt. Elle envoya des demandes de divulgation agressive exigeant des années de relevés bancaires personnels et de factures de carte de crédit de Katrina, cherchant tout achat qui pourrait être interprété comme profligate ou irresponsable. Jameson, pendant ce temps, menait une guerre devant le tribunal de l'opinion publique. Des sources anonymes commencèrent à divulguer des histoires aux blogueurs sur le comportement froid de Katrina et ses dépenses extravagantes. Des amis qui avaient autrefois juré fidélité traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Elle était isolée, assiégée, et manquait rapidement des fonds nécessaires pour mener une bataille juridique prolongée contre un milliardaire. Elle fut forcée de déménager dans le petit condo en ville, un endroit stérile et sans âme qui ressemblait plus à un hôtel qu'à une maison. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle déballait une boîte de vieux livres, une vague de vertige et de nausée l'envahit. Elle le rejeta comme du stress. Il avait été son compagnon constant pendant des mois. Mais quand cela arriva de nouveau le lendemain et le jour d'après, une pensée étrange, impossible, commença à prendre racine dans son esprit. Ses mains tremblèrent alors qu'elle ouvrait la boîte de la pharmacie. 5 minutes plus tard, elle était assise sur le sol de la salle de bain froide et inconnue, fixant 2 lignes roses distinctes. Elle était enceinte. La nouvelle la frappa non pas de joie, mais d'une tempête complexe de terreur, de désespoir et d'une petite lueur farouchement protégée de quelque chose d'autre. Espoir, un enfant, un fils ou une fille, une partie de Jameson. Oui, mais une partie d'elle aussi. Cela changea tout. Il ne pouvait pas juste la rejeter maintenant. Il ne pouvait pas rejeter son propre enfant. Ceci, pensa-t-elle,
devait être le levier que M. Rodriguez cherchait. Cela le forcerait à être humain. Elle avait tellement tragiquement, dévastatriquement tort. Dire à Jameson la grossesse fut l'une des choses les plus difficiles que Katrina ait jamais eu à faire. Elle demanda une réunion par l'intermédiaire de leurs avocats, un processus formel et stérile qui soulignait le gouffre qui les séparait maintenant. Ils se rencontrèrent dans une salle de conférence neutre au somptueux cabinet d'avocats de Brenda Holloway, la ligne d'horizon de la ville, étincelant froidement à travers les fenêtres sol à plafond. Jameson et Brenda étaient assis d'un côté de la vaste table polie, Katrina et Samuel Rodriguez de l'autre. Jameson avait l'air ennuyé, mais impatient, comme s'il était retenu d'une réunion plus importante. Katrina prit une profonde inspiration, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes. Jameson commença-t-elle sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je suis enceinte. » La réaction n'était pas celle à laquelle elle s'était préparée. Il n'y eut aucun choc, aucune colère, pas même une lueur des émotions complexes qu'elle avait anticipées. Au lieu de cela, Brenda Holloway laissa échapper un rire court et dérisoire. Jameson haussa simplement un sourcil, un sourire narquois, cruel et calculateur se formant sur son visage. « eh bien, dit-il, se penchant en arrière dans sa chaise et infusant ses doigts. Comme c'est remarquablement pratique. Ton dos est contre le mur dans une procédure de divorce. Le contrat de mariage est en béton, et soudain tu es avec enfant. Tu dois penser que je suis un idiot. » L'implication était aussi claire qu'elle était vile. « C'est ton enfant, » Jameson Katrina dit, sa voix tremblante avec un mélange de rage et d'incrédulité. « Nous étions ensemble. C'était la semaine avant que tu ne partes. »« L'étions-nous » Jameson médita, tapant un stylo sur la table. « Je me souviens que ce temps était assez tendu. Je me souviens d'une grande distance entre nous. » Il la regarda directement, ses yeux dépourvus de toute chaleur ou histoire. « Brenda, quelle est notre position là-dessus? » Le requin sourit. « Notre position, M. Pratt, est celle d'un démenti catégorique. La demande de Mme Pratt est intéressée, non fondée et franchement insultante. C'est une tentative transparente et désespérée de contourner un accord prénuptial légalement contraignant. Nous contestons formellement la paternité de cet enfant allégué. » Les mots pendaient dans l'air épais et empoisonné. Il ne niait pas juste le bébé. Il l'accusait d'infidélité, la seule chose pour laquelle le contrat de mariage était conçu pour la punir. Il utilisait son propre miracle contre elle, le tordant en une arme pour la détruire complètement. « Tu sais que je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre, » chuchota Katrina, l'horreur de sa stratégie l'éclairant. « Tu sais que là, je ne sais rien de tel, » dit Jameson froidement. « Tu étais malheureuse, tu étais seule. Qui sait ce que tu as fait pour te consoler? Cela ne m'importe pas. L'enfant n'est pas le mien. » Samuel Rodriguez claqua sa main sur la table, son calme se brisant finalement. « C'est un outrage. Nous nous soumettrons à un test de paternité immédiatement. Un simple test ADN prouvera que vous êtes le père. » Brenda Holloway était prête pour cela. « Bien sûr, dit-elle en douceur, après la naissance de l'enfant, nous ne serons pas pressés de valider ce stratagème transparent. Nous accepterons un test ADN légalement contraignant ordonné par le tribunal et effectué par une tierce partie neutre une fois la naissance survenue. Jusqu'alors, nous considérons cette affaire comme une fabrication malveillante. » Katrina comprit finalement qu'il ne s'agissait pas juste de nier le bébé. Il s'agissait du timing. Il allait faire traîner cela pendant des mois. Il lui permettrait de traverser la grossesse seule, sous un nuage de suspicion publique qui l'attiserait joyeusement. Il laisserait le monde croire qu'elle était une croqueuse de diamants infidèle et menteuse qui était tombée enceinte d'un autre homme pour piéger son riche mari. L'humiliation serait incessante, publique et absolue. La réunion se termina. Alors que Katrina sortait, son corps tremblant, elle sentit les yeux de Jameson sur elle. Ce n'était pas un regard de haine, c'était un regard de victoire. Il avait trouvé un moyen d'écraser le peu d'esprit qu'il lui restait. Les mois qui suivirent
furent un cauchemar vivant. Tout comme elle l'avait prédit, le récit filtra dans la presse. Des amis anonymes de M. Pratt exprimèrent sa profonde douleur personnelle et sa trahison concernant la choquante infidélité de sa femme. Des articles de blog spéculaient sur l'identité du vrai père. Elle devint une paria. Quand elle allait à l'épicerie, les gens chuchotaient et montraient du doigt. Le stress était immense et son médecin l'a mis en garde contre les effets potentiels sur le bébé. Son seul sanctuaire était son petit cercle d'amis loyaux comme Maria et le soutien inébranlable de Samuel Rodriguez. Il l'isola des pires attaques légales et se concentra sur sa propre stratégie. Il joue trop gros. Katrina Rodriguez lui dit lors d'une de leurs réunions hebdomadaires. Ce niveau de cruauté, ce déni public, montre une arrogance profonde. Il croit qu'il est intouchable. Les gens comme ça font des erreurs. Nous fouillons toujours dans les finances. Nous allons trouver quelque chose. Katrina donna naissance à un petit garçon en bonne santé au cœur de l'hiver. Elle le nomma Léo. Alors qu'elle le tenait dans ses bras dans la chambre d'hôpital tranquille, le monde extérieur avec ses avocats et ses accusations s'estompa. Il était parfait. Il avait ses yeux, mais une petite fente dans son menton qui était indubitablement celle de Jameson. Il était la preuve vivante et respirante de sa vérité. L'amour qu'elle ressentait pour lui était un ardent brasier protecteur, consumant le désespoir et laissant derrière lui un cœur d'acier pur et inébranlable. Elle ne se battait plus juste pour elle-même. Elle se battait pour son fils. 2 semaines après la naissance de Léo, une infirmière nommée par le tribunal arriva au condo pour prélever un échantillon d'ADN. Un simple frottis indolore de l'intérieur de la joue de Léo et un autre d'un Jameson Pratt au visage sombre à un endroit séparé. Les échantillons furent scellés, documentés et envoyés à un laboratoire approuvé par le tribunal. Les résultats seraient livrés directement à la juge-président, leur affaire de divorce, la juge Joanna Sherman. La date d'audience fut fixée pour 6 semaines plus tard. Pendant ce temps, le camp de Jameson fut silencieux. Ils avaient fait leur accusation. Maintenant, ils étaient contents de la laisser pendre en attendant le verdict public. Jameson et Giselle, cependant, étaient plus visibles que jamais. Ils annoncèrent leur fiançailles dans une somptueuse double page de magazine. L'article dépeignait Jameson comme une victime résiliente qui avait trouvé le véritable amour après une douloureuse trahison. Giselle fut citée disant « Jameson a le plus grand cœur. Le voir souffrir ainsi a été dévastateur. Mais nous avançons plus fort que jamais. » Katrina lut l'article, son estomac se tordant. Mais alors qu'elle regardait Léo, dormant paisiblement dans son berceau, la colère ne la consuma pas. Elle l'alimenta. Elle était prête pour le tribunal. Et elle était prête pour que la vérité sorte finalement. Elle pensait savoir quel serait le point culminant de son histoire au moment où les résultats d'ADN seraient lus, la justifiant et humiliant Jameson. Elle n'avait aucune idée que la véritable bombe, celle que Samuel Rodriguez avait tranquillement, méticuleusement assemblée, était quelque chose de bien plus dévastateur. Le test ADN n'était que l'amorce. La vraie explosion était encore à venir. La semaine précédant la date d'audience fut une étude de contraste. La vie de Jameson Pratt, telle que dépeinte dans les médias, était un tourbillon de succès et de célébration. Il conclut une fusion de plusieurs milliards de dollars, cimentant la domination de sa compagnie dans le secteur technologique. Lui et Giselle étaient les coqueluches de la ville. Photographiés à l'opéra, leurs têtes ensemble, chuchotant et riant. Le récit était établi. Jameson Pratt, le mari brillant et lésé, renaissait des cendres d'un mariage toxique. Sa fiancée belle et intelligente à ses côtés. La vie de Katrina, par contraste, était silencieuse et circonscrite. Elle tournait autour des rythmes tranquilles d'un nouveau-né, tété de 3 heures du matin, changement de couche et les doux gargouillements d'un bébé endormi. Le condo en ville, autrefois un symbole de son exil, était devenu un sanctuaire. Elle avait exclu le monde, s'était désabonnée des sites de potins
et avait arrêté de lire les journaux. Son univers entier s'était réduit à la forme de vie de 10 livres bercés dans ses bras. Cette vie tranquille et isolée lui donna une clarté étrange et inattendue. Le manoir, les fêtes, le statut social, tout cela semblait un rêve creux. La seule chose qui semblait réelle était l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour son fils. Samuel Rodriguez l'appela 2 jours avant l'audience. Sa voix était différente. Elle avait perdu son ton las habituel et fut remplacée par une intensité vibrante et basse. « Katrina, j'ai besoin que tu sois préparée pour mardi, » dit-il. « Les choses pourraient en devenir intenses. »« Je suis prête pour les résultats ADN, Samuel. Je suis prête depuis des mois. »« C'est plus que ça, » dit-il, une pause délibérée dans sa voix. « Les données financières sont arrivées. Nous avons dû assigner à comparaître un ensemble de documents très spécifiques d'une banque d'investissement aux îles Caïmans. Il fallut des mois pour couper la bureaucratie, mais nous les avons eus et nous avons trouvé quelque chose. »« Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, son cœur commençant à battre plus vite. « Je ne peux pas discuter des détails au téléphone, mais je veux que tu te souviennes de ceci. La plus grande faiblesse de Jameson est son ego. Il croit qu'il est l'homme le plus intelligent de n'importe quelle pièce. Il a planifié son divorce d'avec toi comme une prise de contrôle d'entreprise avec une attention méticuleuse à chaque détail du contrat de mariage. Mais il est devenu arrogant. Il a fait une erreur, une erreur. Il a caché quelque chose, Rodriguez dit, sa voix tombant à un murmure. Quelque chose qu'il n'a jamais voulu que tu trouves, quelque chose qui change tout le paysage de cette affaire. Reste juste calme au tribunal, laisse-moi gérer la parole. Peu importe ce que Brenda Holley dit, peu importe combien Jameson ricane, tu te concentrer juste sur la juge. Fais-moi confiance. La nature menaçante mais pleine d'espoir de son appel laissa Katrina perturbée. Qu'est-ce qui pouvait être plus grand que le déni public de son propre fils? Elle essaya d'imaginer ce que ça pouvait être. Argent caché, un accord commercial secret. Mais son esprit, épuisé par des mois de stress et de nuits blanches, ne pouvait pas le saisir. Elle décida de mettre sa foi en Rodriguez. Il ne lui restait rien d'autre. Le matin de la date d'audience, elle s'habilla avec un soin délibéré. Elle ne choisit pas un tailleur de pouvoir ou une robe de déclaration. Elle portait une simple robe gris anthracite, tailleur et modeste. Elle portait ses cheveux tirés en un simple chignon et n'appliqua qu'une touche de maquillage. Elle ne voulait pas ressembler à une victime. Elle ne voulait pas non plus ressembler à une combattante. Elle voulait ressembler à ce qu'elle était, une mère, une femme qui avait été poussée au bord et y avait trouvé une dignité tranquille. Maria vint pour garder Léo. Alors que Katrina embrassait son fils endormi pour lui dire au revoir, elle chuchota « C'est pour toi, je fais ça pour toi ». Entrer dans le tribunal était comme courir une haie. Un petit groupe de photographes avait été avertis et leurs flashs explosèrent dans son visage. Leurs questions criaient comme des accusations. « Katrina, est-il vrai que vous réclamez 50 millions? Qui est le vrai père du bébé? » Chad. Elle garda ses yeux vers l'avant, son expression sereine, et passa les portes sans un mot. À l'intérieur de la salle d'audience était un espace stérile et impersonnel de bois poli et d'éclairage fluorescent, mais la tension rendait l'air épais et lourd. Elle prit sa place à côté de Samuel Rodriguez. Il lui serra la main de manière rassurante sous la table. Un instant plus tard, les portes s'ouvrirent de nouveau et un murmure parcourut la petite galerie publique. Jameson Pratt entra et ce fut du pur théâtre. Il était vêtu d'un costume Tom Ford parfaitement ajusté, ressemblant moins à un homme à une audience de divorce et plus à un PDG sur le point de sonner la cloche d'ouverture à Wall Street. À son bras était Gisèle Dubois, vêtue d'un tailleur Chanel crème vif. Ils étaient une vision de pouvoir, de richesse et de confiance absolue. Ils n'avaient pas l'air d'être dans une bataille légale.
Ils avaient l'air d'assister à leur propre couronnement. Jameson attrapa le regard de Katrina de l'autre côté de la pièce. Raclement de gorge. Il lui donna ce petit sourire méprisant qu'elle en était venue à détester. C'était un sourire qui disait « Tu perds, regarde-moi, regarde-la, nous sommes l'avenir, tu n'es rien ». Jazelle s'assit au premier rang de la galerie, directement dans la ligne de mire de Katrina, un mouvement stratégique de pouvoir. Elle croisa les jambes, lissa sa jupe et fixa son regard sur Jameson avec une expression de pure adoration. Brenda Holloway arriva et s'entretint avec son client dans des chuchotements bas et confiants. Le tableau entier était conçu pour intimider, pour projeter une aura d'invincibilité absolue. Et à l'horreur de Katrina, elle sentit un nœud familier de peur se resserrer dans son estomac. Et si Rodriguez avait tort, et si leur arme secrète était un raté, contre cette démonstration de force écrasante, elle se sentit petite et impuissante encore une fois. Puis la voix du baif coupa la tension. Tous debout. La juge Anna Sherman entra dans la pièce. C'était une femme menue à la fin de la cinquantaine avec des yeux vifs et intelligents derrière une paire de lunettes sans fioriture. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui commandait le respect. Elle ne regarda pas les plaignants ni les défendeurs. Elle s'assit, ouvrit un dossier devant elle et regarda par-dessus la salle d'audience. Son regard était impartial, illisible et entièrement en charge. Nous sommes ici aujourd'hui pour juger la procédure de divorce de Pratt contre Pratt. Commença-t-elle sa voix calme et claire. J'ai examiné les motions préliminaires, les divulgations financières et la question de la paternité contestée. Nous aborderons la question de la paternité en premier, car elle a une incidence matérielle sur d'autres aspects de cette affaire. Monsieur Pratt, Mademoiselle Holloway, vous avez contesté la paternité de l'enfant, Léo Pratt. Le tribunal a ordonné un test ADN. Les résultats ont été livrés à mon cabinet hier après-midi. Elle ramassa un seul dossier en papier craft. Le dossier, celui que Katrina savait contenir sa justification. Jameson se pencha en arrière dans sa chaise, l'image de la nonchalance. Il lança même un petit clin d'œil conspirateur à Gisèle. Il traitait l'ensemble de la procédure comme une formalité lassante. Il avait construit un récit de son infidélité et dans son esprit, le système juridique n'était qu'une autre scène sur laquelle interpréter sa version de la vérité. Il était confiant que même si l'enfant était le sien, il pourrait le retourner. Il prétendrait qu'il avait été temporairement induit en erreur, que Katrina avait été manipulatrice, que ses doutes initiaux étaient justifiés. Il s'excuserait généreusement, se dépeindrait comme un homme qui avait été poussé à la suspicion par une femme trompeuse et en sortirait quand même en héros. Son arrogance était un bouclier et il pensait qu'il était impénétrable. La juge Sharma ouvrit le dossier. La pièce était absolument silencieuse. Le seul son était le léger froissement de papier dans ses mains. Selon le rapport certifié du Centre de diagnostic ADN, la juge dit ses yeux, parcourant la page, la probabilité de paternité pour le père testé, M. Jameson Pratt, par rapport à l'enfant, Léo Pratt, est-elle fait d'une pause, levant les yeux du papier et fixant son regard directement sur Jameson. Son sourire narquois vacilla pour la première fois. 90%. Un soupir collectif parcourut la galerie. Katrina ferma les yeux, une seule larme chaude de soulagement, traçant un chemin sur sa joue justifiée. Finalement, Samuel Rodriguez posa une main apaisante sur son bras. « Reste avec moi, chuchota-t-il. C'est juste le début. » Jameson, pour sa part, se remit rapidement. Il se tourna vers Brenda Holloway, feignant la surprise et une sorte de soulagement douloureux. Il préparait déjà sa prochaine performance. Le père soulagé lésé mais prêt à pardonner, mais la juge Sharma n'avait pas reposé le dossier. Elle n'avait pas fini. Eh bien, Brenda Holloway commença à se lever. Mon client est évidemment choqué et soulagé par cette nouvelle. Il avait eu des raisons de croire le contraire, votre honneur,
mais il, bien sûr, assumera ses responsabilités. Asseyez-vous, mademoiselle O'Leary, dit la juge, sa voix coupant l'air comme une lame. L'ordre était si tranchant, si inattendu, que O'Leary se figea, sa bouche légèrement béante avant de lentement se rabaisser dans sa chaise. Le regard de la juge était maintenant fixé, dur et inflexible, sur Jameson Pratt. « Monsieur Pratt, dit-elle, le calme dans sa voix, le rendant d'autant plus menaçant. Votre performance est très convaincante, mais nous avons une autre affaire à discuter. Une affaire qui a surgi des requêtes de divulgation de Monsieur Rodriguez concernant vos actifs financiers, spécifiquement ceux que vous avez omis de divulguer à ce tribunal. Le visage de Jameson, qui avait été un masque de soulagement fin, devint maintenant rigide. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par une expression impassible et gardée. « Votre honneur, j'ai divulgué tous mes actifs. Mes finances sont un livre ouvert, n'est-ce pas? » La juge Sharma répondit, une dangereuse lueur dans son œil. « Parce que ce que nous avons découvert, Monsieur Pratt, est que ce ne sont pas les livres que vous gardez ouverts qui sont le problème. Ce sont ceux que vous essayez de garder scellés en permanence. » Elle fit glisser un autre document dessous le premier. « Ceux-ci, Monsieur Pratt, sont les papiers pour un trust aveugle, un que vous avez établi il y a 3 ans. Un trust financé avec 5 millions de dollars en capital de démarrage, maintenant valant substantiellement plus. Un trust que vous avez commodément omis de lister dans votre déclaration financière. » Brenda Holloway était de nouveau debout. « Votre honneur, c'est une embuscade, nous n'avons pas vu ce document. Un trust aveugle à des fins d'investissement est parfaitement légal et souvent non considéré comme un actif matrimonial. Il est considéré comme un actif matrimonial lorsqu'il a été financé avec des gains matrimoniaux, Mademoiselle O'Leary, et il est très certainement d'intérêt pour ce tribunal. » La juge la contrecarra sa voix comme de la glace, surtout quand nous considérons le nom de l'unique bénéficiaire du trust. Elle laissa le silence planer dans l'air un instant, ses yeux perçant Jameson, qui était maintenant livide. « La bénéficiaire de votre trust secret de plusieurs millions de dollars, Monsieur Pratt, déclara la juge Sharma à la salle d'audience stupéfaite, est une enfant de 3 ans, une petite fille nommée Sophie. Elle fit une pause de nouveau, laissant le nom s'imprégner. Puis elle délivra le coup dévastateur final. Sophie Dubois, le nom planait dans l'air comme un gaz toxique. Sophie Dubois. Une vague de confusion ondula à travers la galerie, suivie d'une compréhension naissante et horrifiée. Tous les yeux pivotèrent de la juge à Jameson, puis à Gisèle Dubois au premier rang. Son masque d'adoration sereine parfaitement composé se brisa en 1 million de morceaux. Son visage se relâcha sous le choc, sa peau prenant une teinte macabre de blanc. Ses yeux étaient grands de terreur qui était en partie exposition, en partie trahison. Jameson Pratt avait l'air d'avoir été physiquement frappé. Le sang se vida de son visage, le laissant pâle et fragile sous son costume coûteux. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. L'invincible titan de l'industrie, l'homme qui contrôlait chaque pièce où il entrait, avait été rendu muet. Il était, pour la première fois de sa vie d'adulte, absolument et complètement impuissant. Katrina regarda son esprit, luttant pour traiter l'information. Une enfant, une fille de 3 ans. Il n'avait pas juste eu une liaison pendant les 2 dernières années. Il avait vécu une double vie complète. Il avait une autre famille. Pendant qu'elle organisait ses dîners et gérait leur maison, il subvenait aux besoins d'une enfant secrète avec sa maîtresse. Le mensonge n'était pas un développement récent. C'était une partie profonde et fondamentale de leur mariage. La cruauté de cela était stupéfiante. Il l'avait publiquement accusé d'infidélité, d'essayer de le piéger avec un enfant qui n'était pas le sien, tout en cachant un enfant à lui. Son indignation vertueuse, sa performance en tant que mari lésé. C'était tout un mensonge monstrueux et cynique conçu pour couvrir sa propre tromperie plus profonde et plus profonde. La juge Sharma était implacable. Elle brandit un 3e document. Étant donné l'établissement de ce trust secret pour une enfant non matrimoniale,
Le tribunal a jugé prudent de demander des éclaircissements. Nous avons émis un second ordre scellé, Monsieur Pratt. Un ordre pour un test ADN pour Sophie Dubois. Gisèle laissa échapper un petit sanglot étranglé. C'était un détail qu'elle n'avait même pas anticipé. Elle avait été trahie tout aussi sûrement que Katrina. Jameson avait gardé, elle et leur enfant, un secret financier commode, mais n'avait clairement jamais eu l'intention qu'il devienne une partie légitime de sa vie publique. Elle était porno dans son jeu, raclement de gorge, et elle ne le réalisait que maintenant. Les résultats de ce test sont aussi ici. La juge continua sa voix, résonnant de l'autorité claire et froide de la justice absolue. Il confirme avec 99% de probabilité que vous, Monsieur Jameson Pratt, êtes le père de Sophie Dubois. La salle d'audience éclata en une cacophonie de chuchotements frénétiques. Brenda Olay chuchotait frénétiquement à Jameson, qui semblait incapable de l'entendre, ses yeux fixés sur la juge dans une horreur abjecte. « Que je sois clair pour le procès-verbal », dit la juge Sharma, sa voix s'élevant au-dessus du repère, faisant taire la pièce une fois de plus. Alors qu'il était marié à Madame Katrina Pratt, Monsieur Jameson Pratt a eu un enfant avec Mademoiselle Gisèle Dubois. Il a ensuite dissimulé l'existence de cet enfant et caché des millions de dollars d'actifs matrimoniaux dans un trust à son bénéfice. Quand son épouse, Madame Pratt, est devenue enceinte de son héritier légal, il a publiquement et malicieusement nié la paternité, l'accusant de l'infidélité même qu'il avait lui-même commise pendant des années. Elle ferma le dossier avec un claquement sec final. Ceci constitue une fraude financière contre le tribunal et contre Madame Pratt. Cela démontre un schéma de tromperie qui est franchement choquant par son ampleur et sa cruauté. Cela rend la clause d'infidélité de l'accord prénuptial, celle qui ne pénalise que Madame Pratt, je pourrais ajouter, nulle et non avenue. En fait, étant donné les preuves de fraude et de mauvaise foi, je suis encline à statuer que l'intégralité de l'accord prénuptial est inapplicable. Brenda Olay se leva d'un bond. Votre honneur, nous nous opposons. C'est un dépassement flagrant. Mon client, votre client, a commis un parjure sur sa déclaration financière. Mademoiselle Olay, la juge Sharma répliqua ses yeux étincelants de colère. Il a perpétré une fraude envers ce tribunal. Si j'étais vous, je lui conseillerais d'arrêter de creuser le trou dans lequel il se trouve avant que cela ne passe d'une affaire de tribunal familial à une affaire criminelle. Asseyez-vous. Holloway, l'air aussi stupéfaite que son client, se laissa retomber dans son siège, vaincu. Le regard de la juge s'adoucit alors juste un instant, alors qu'elle regardait Katrina. Pour la première fois, elle la vit non pas comme une plaignante, mais comme une femme. Une mère qui avait enduré une trahison inimaginable. « Madame Pratt, dit-elle, sa voix maintenant calme, mais ferme. Ce tribunal ne vous permettra pas d'être victimisé davantage. Nous mettons de côté l'accord prénuptial. Tous les actifs acquis pendant les 10 ans de votre mariage seront considérés comme des biens matrimoniaux sujets à une division 50-50. Cela inclut l'évaluation actuelle des actions de la société de M. Pratt acquises pendant cette période, tout l'immobilier et bien sûr le contenu complet du Trust Dubois. Les chiffres étaient astronomiques. Ce n'était pas 1 million de dollars. C'était plus près de 250 millions de dollars. De plus, la juge continua, ses yeux se déplaçant vers l'homme pâle et transpirant, en face de Katrina. Le soutien de l'enfant sera calculé pour votre fils Léo Pratt, basé sur vos revenus réels, et il sera rétroactif à sa date de naissance. La garde complète sera accordée à Madame Pratt. Vous aurez bien sûr des droits de visite si vous choisissez d'être un père pour le fils que vous avez si impitoyablement nié. Jameson finalement craqua. Il s'effondra en avant, mettant sa tête dans ses mains. Le sourire narquois, la confiance, l'arrogance, tout avait été dépouillé, laissant derrière lui un homme creux et vaincu. Il n'avait pas juste perdu la moitié de sa fortune. Il avait perdu le contrôle. Son monde méticuleusement conçu, construit sur des mensonges et la manipulation, avait été renversé par une bibliothécaire tranquille,
un avocat méthodique et une juge qui croyait en la vérité. Au premier rang, Gisèle Dubois commença à pleurer, non pas des larmes calmes et dignes, mais de laides larmes haletantes d'une femme dont tout l'avenir venait d'être publiquement démantelé. Son rêve de devenir la prochaine Madame Pratt s'était évaporé. Elle était maintenant juste l'autre femme, la mère de l'enfant secret, une co-conspiratrice dans une fraude qu'elle n'avait même pas entièrement comprise. Katrina regarda la scène se dérouler, mais elle ne ressentit aucune joie maligne, aucune joie triomphante. Elle ressentit un sentiment de libération profonde et lasse. C'était la sensation d'un poids lourd, un qu'elle portait depuis des années, étant finalement soulevé de ses épaules. Elle regarda Samuel Rodriguez et il lui fit un long nœud respectueux. Ils l'avaient fait. Ils avaient trouvé le canon. Elle se leva et pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit grande. Elle ne regarda pas Jameson. Elle ne regarda pas Gisèle. Elle regarda droit devant elle vers les portes à l'arrière de la salle d'audience. Elle se retourna et sortit ses pas, réguliers et sûrs, laissant derrière elle l'épave de la vie de Jameson Pratt. Elle avait un fils à retrouver à la maison. Les retombées de la détonation de la salle d'audience furent immédiates et spectaculaires. L'histoire était trop juteuse, trop dramatique pour être contenue. Ce n'était pas juste des potins mondains. Ce fut une nouvelle de première page. La famille secrète du Titan Tech exposée au tribunal criait un titre. L'Empire Pratt s'effondre sous les mensonges lisait un autre. Le récit que Jameson avait si soigneusement construit fut oblitéré du jour au lendemain. Il n'était plus le visionnaire lésé. Il était un vilain frauduleux et adultère. Les actions de sa compagnie prirent un coup significatif alors que le conseil d'administration se précipitait pour gérer le cauchemar des relations publiques. Des clauses de moralité furent invoquées. Les partenaires devinrent nerveux. L'image soigneusement polie de Pratt Industries, une image que Katrina avait passé une décennie à aider à construire, était maintenant irrévocablement ternie par l'orgueil de ses fondateurs. Jameson se retira de la vie publique, harcelé par les paparazzi qu'il avait autrefois courtisés. Sa relation avec Gisèle, construite sur un rêve transactionnel de pouvoir et de statut, implosa de manière prévisible sous le poids de l'examen public et des récriminations mutuelles. Elle le poursuivit pour la pension alimentaire de Sophie, et leurs batailles devinrent un autre spectacle public sordide. Il était maintenant lié à deux femmes qu'il méprisait, forcé de financer les vies de deux enfants qui représentaient ses plus grands échecs. Sa vaste fortune, autrefois un symbole de son pouvoir, ressemblait maintenant à une cage. Ses barreaux forgés de sa propre tromperie. Pour Katrina, les conséquences furent l'opposé polaire. Le règlement, une fois finalisé, fut stupéfiant. Les chiffres étaient si grands qu'ils semblaient abstraits, irréels. Mais la vraie richesse qu'elle avait gagnée n'avait rien à voir avec l'argent qui affluait sur ses nouveaux comptes. Son premier acte fut de disparaître. Elle et Léo quittèrent Austin. Elle acheta une ferme étendue et discrète dans les collines vallonnées du Vermont, un lieu de beauté tranquille et 4 saisons distinctes. C'était un monde loin de la modernité de verre et d'acier de son ancienne vie. La maison avait une bibliothèque avec une cheminée, un jardin en désordre et des acres de terrain pour que Léo puisse un jour explorer. Elle se reconnecta avec la personne qu'elle avait été avant, Jameson Pratt, Katrina Davenport. Elle lisait voracement. Elle se mit au jardinage, trouvant une satisfaction simple et profonde à nourrir la vie de la terre. Elle se lia d'amitié avec ses voisins, un boulanger, un professeur à la retraite, un vétérinaire, des gens qui ne savaient rien de son passé et ne se souciaient que de sa gentillesse et de son humour tranquille. Sa vie n'était plus une question de performance. C'était une question de présence, momentum. C'était une question d'être présente pour le premier sourire de Léo, ses premiers pas, ses premiers pauses. C'était une question de matin tranquille avec une tasse de thé et un bon livre, et de soirées passées à regarder le coucher de soleil peindre le ciel en teintes d'orange et de violet.
Samuel Rodriguez lui rendit visite environ 1 an après que le divorce fut finalisé. Ils s'assirent sur sa véranda, regardant Léo chasser les papillons dans l'herbe. « Tu sembles heureuse, Katrina, » dit-il, un sourire sincère sur son visage. « Je le suis, » répondit-elle, et la vérité de cela la remplit d'une chaleur tranquille. « J'ai pensé pendant des années que le bonheur était d'avoir tout, la maison parfaite, le mari parfait, la vie parfaite. Mais ce n'est pas ça, c'est d'avoir assez. Et ceci, dit-elle, désignant la scène paisible autour d'elle. C'est plus qu'assez. Elle ne parla jamais de Jameson avec amertume. Dans son esprit, il était devenu une leçon douloureuse et coûteuse sur la différence entre valeur et prix, entre image et intégrité. Il lui avait appris que la vraie valeur d'une personne n'est pas mesurée par son solde bancaire, mais par sa capacité de vérité et de compassion. Selon cette mesure, il était l'homme le plus pauvre qu'elle ait jamais connu. Elle utilisa sa fortune avec considération. Elle établit une fondation qui fournissait des bourses aux bibliothèques publiques sous-financées et créa des bourses d'études pour des jeunes femmes poursuivant des diplômes en sciences de la bibliothèque. C'était une philanthropie tranquille et percutante, un contraste frappant avec les balles de charité auto-arrondising de son passé. Elle redonnait au monde dont elle venait, le monde qui lui avait d'abord donné réconfort et force. Parfois, un titre de journal traversait son chemin. Jameson Pratt, dans une autre bataille juridique, la valeur de sa compagnie s'éroda lentement son nom, maintenant synonyme de scandale. Elle ressentait une faible pitié lointaine pour lui, le genre que l'on pourrait ressentir pour un personnage tragique dans un roman. Le sien était une blessure auto-infligée, une prison de sa propre fabrication. La liberté de Katrina, d'autre part, était absolue. Ce n'était pas la liberté d'acheter tout ce qu'elle voulait, mais la liberté d'être qui elle choisissait. Et elle choisit d'être une mère, une philanthrope, une lectrice, une jardinière, une femme en paix. Elle était entrée dans cette salle d'audience une épouse brisée, mais elle en était sortie une personne entière. Elle avait perdu une cage dorée et à sa place avait trouvé un monde entier, et dans le rire tranquille et heureux de son fils, elle trouva une fortune plus précieuse que tout ce que Jameson Pratt pourrait jamais comprendre. L'histoire de Katrina Pratt est un puissant rappel que la vérité, peu importe à quel point elle est profondément enfouie, a une façon de se frayer un chemin à la surface. Cela montre que l'intégrité et la résilience peuvent être une force plus puissante que n'importe quelle quantité de richesse ou d'influence. Jameson Pratt entra dans cette salle d'audience avec un sourire, croyant qu'il avait déjà gagné. Mais il oublia que la seule chose que l'on ne peut pas contrôler est la vérité. Et parfois, elle vient sous la forme d'un simple morceau de papier dans la main d'un juge. Sa victoire n'était pas juste une question d'argent. Il s'agissait de reprendre son histoire, sa dignité et son avenir. Si cette histoire de justice et d'autonomisation a résonné avec vous, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime », la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons beaucoup plus d'histoires de vie vraies qui arrivent vers vous. Contes de trahison, de résilience et du triomphe ultime de l'esprit humain. Cliquez sur cette cloche de notification pour ne jamais en manquer